autre cellule qui est fondamentale dans ce tube séminifère, ce sont les cellules de la lignée germinale, que l'on voit ici, qui sont des cellules volumineuses également, mais bien plus petites que les cellules de Sertoli, qui sont arrondies, ont un gros noyau central avec une chromatine un peu dispersée, et qui sont des cellules souches. Point important des cellules souches. Les cellules souches sont des cellules particulières qui sont douées de deux caractéristiques. Elles peuvent s'auto-renouveler personnellement et également se différencier dans la voie d'inconstitution d'un tissu caractéristique ou de cellules caractéristiques. C'est la raison pour laquelle les hommes, à partir de la puberté et ma foi jusqu'à leur mort, fabriquent des spermatozoïdes grâce à ces cellules souches qui sont situées à la base des tubes, enfin à la périphérie des tubes séminifères et à la base des cellules de Sertoli, avec ces cellules de la lignée germinale, cellules souches spermatogoniales, ici, cellule souche spermatogoniale, qui a donc la particularité de s'auto-reproduire lors de sa division. Voici, on peut penser que celle-ci aura reproduit une autre cellule, en même temps identique, en même temps qu'elle aura engendré une cellule qui s'en va dans la différenciation de la lignée germinale, donc pour fabriquer des spermatozoïdes, dans la spermatogénèse. Donc, la spermatogénèse va avoir lieu dans des interstices qui vont être ménagés entre les parois de deux cellules de Sertoli contiguës et de proche en proche. Lors de la différenciation, on va partir des cellules souches spermatogoniales pour arriver aux spermatozoïdes qui seront relargués dans la lumière du tube séminifère. Autre point important. Ces cellules souches se mettent en place dans la vie fœtale et avant la puberté. Elles sont inactives jusqu'à la puberté et commencent leur cycle de division et de différenciation à partir de la puberté. Ces cellules souches et toutes les cellules souches sont liées à la notion de niche. Ça veut dire quoi? C'est que si vous prenez une biopsie chirurgicale de ce tube séminifère et de ces cellules souches, si vous les transposez ailleurs que dans la niche dans laquelle elles se trouvent, elles seront incapables de se développer, de se conserver et de faire une lignée de la spermatogénèse. La cellule souche ne remplit ses fonctions que lorsqu'elle est dans une niche bien particulière, laquelle niche, là, étant composée par la proximité de la membrane basale d'un côté et les replis de la membrane basale des cellules de Sertoli de l'autre. Quelle est la particularité exacte de cette niche? We don't know. Donc ça ne sera pas à l'examen. On travaille dessus dans le laboratoire, enfin à l'Institut Cochin, à l'INSERM, pour essayer de caractériser les cellules souches spermatogoniales humaines, parce qu'il y a un programme pour lequel c'est extrêmement important. Les petits-enfants, les petits garçons qui ont des lymphomes, un Hodgkin, des maladies comme celle-là, eh bien, on va leur donner des chimiothérapies qui souvent maintenant vont les guérir, mais qui risquent de les laisser stériles parce qu'ils vont détruire ces cellules souches qui sont particulièrement vulnérables. Donc le programme que nous avons à Cochin, un des programmes que nous avons à Cochin, entre autres, c'est d'essayer de caractériser les cellules souches spermatogoniales humaines, parce qu'à ce moment-là, une fois qu'on les aura bien caractérisées, on les congélera, on les regreffera chez les personnes devenues adultes et guéries bien sûr de leur infection. Donc un des points importants aujourd'hui, c'est effectivement la caractérisation
et le maintien en culture de ces cellules souches spermatogoniales qui sont à l'origine de toute la spermatogénèse. Donc, sur ce schéma un petit peu plus didactique, on voit une barrière hématotesticulaire avec les zonas occludens. Ici, les zonas occludens. Le chromatine dans les nucléoles, les mitochondries. Alors, dans les cellules de Sertoli, bien sûr, il y a des mitochondries, en veux-tu, en voilà. Un réticulum endoplasmique lisse et granuleux. Des lysosomes, des inclusions et des lipides, mais retenez surtout ce gros noyau basal un peu pyramidal. Pas de mitose chez l'adulte, je vous l'ai déjà dit. Sensible à la FSH. Elle sécrète également l'AMH, l'hormone anti-mullérienne. Elle sécrète l'inhibine, l'activine et l'ABP qui est l'androgène binding protein. Qui a une fonctionnalité importante. On ne va pas s'y étendre là maintenant parce que c'est de l'endocrino, mais entre autres, il faut que les concentrations de stéroïdes et notamment de testostérone intra-sertolienne soient extrêmement importantes, beaucoup plus importantes qu'elles ne sont dans la circulation. Si on fait une prise de sang à n'importe quel garçon, etc., on va trouver, enfin pubère, on va trouver une testéronémie, mais la concentration intratesticulaire de testostérone est considérablement supérieure due à cet androgène binding protein qui va lier la testostérone à l'intérieur des tubes séminifères, notamment dans les cellules de Sertoli, et sinon il n'y aura pas de spermatogénèse. Inhibine, activine sont relâchés dans la circulation et viennent participer à la régulation des sécrétions des gonadotrophines au niveau de l'hypophyse. Alors, on va retrouver donc des mitochondries, des faisceaux de fibres à l'intérieur de ces cellules de Sertoli. Et vous voyez que dans leur jonction entre les deux cellules contiguës, il va y avoir les spermatocytes qui vont faire leur méiose pour donner des spermatocytes 1, des spermatocytes 2, des spermatides. Les spermatides vont être des cellules volumineuses, des cellules rondes, avec un gros noyau, qui vont subir une transformation morphologique majeure qui va les transformer en spermatozoïdes. Donc vous avez des spermatides rondes qui vont devenir des spermatozoïdes avec un noyau extrêmement condensé, un flagelle pour se déplacer, etc. Concevez bien quand même que les spermatozoïdes sont des cellules absolument extraordinaires qui sont dotées de mobilité, qui sont individuelles, qui sont dotées de mobilité et qui vont aller se promener dans l'appareil génital de la femelle, de la femme chez les hommes, pour aller féconder l'ovocyte. C'est une fonctionnalité qui est quand même assez peu courante parmi tout le reste de l'organisme. Donc retenez bien que les cellules souches et les spermatozoïdes sont vraiment des cellules bien particulières dans les épithéliums. Alors quand on regarde une couche de tube séminifère, on va retrouver un compartiment qui va être donc basal. Ici, les cellules myoïdes, ici, les spermatogonies. Puis, on va avoir ici la zone dans laquelle il va y avoir le début de la différenciation avec les spermatocytes 1. Spermatocytes 2, ici dans cette différenciation, qui vont donner des spermatides rondes que nous voyons ici. Et à partir des spermatides rondes, il va y avoir le compartiment luminal dans lequel il va y avoir les spermatides allongés et les spermatozoïdes qui vont être relargués dans la lumière du tube. À la périphérie, toujours
les cellules de Sertoli et les cellules de Leydig, pardon, et puis les vaisseaux. C'est une classification, ça, que je ne vous demande pas de retenir, mais qui quand même qui est importante. Les tubes séminifères, vous le voyez bien, ont des cellules souches à la base, lesquelles cellules souches régulièrement rentrent en différenciation pour donner des cellules de la lignée germinale, qui vont donner les spermatozoïdes. Mais est-ce à dire que les 80 cm de long d'un tube sont au même stade de développement à chaque moment? Non. Si on coupe un tube séminifère, on va trouver des cellules qui vont être en division, des cellules qui vont être au repos, une spermatocyte, une zone où on va être essentiellement en spermatocyte 1, en spermatocyte 2 ou en spermatide. Donc il va y avoir, si on fait des coupes histologiques, il va y avoir des associations différentes qui a permis de faire 6 classifications de stades de ce que l'on peut voir. C'est un gars qui s'appelle Clermont qui a fait ça. Il faut savoir que dans le stade 2 et dans le stade 2, il y a la libération des spermatozoïdes dans la lumière, et au stade 6, c'est les spermatides allongés, donc, ce qui fait qu'il y a une production qui va être permanente. Les cellules de Leydig elles-mêmes se trouvent des agrégats cellulaires dans les espaces intertubulaires. Elles sont polyédriques. Ce sont des cellules qui vont sécréter des hormones stéroïdiennes, donc il va y avoir besoin de cholestérol. Elles ont des gouttelettes lipidiques à l'intérieur. Un Golgi juxtanucléaire très développé pour la synthèse. Un réticulum endoplasmique lisse, parce qu'il va y avoir peu de synthèse protéique. Donc c'est des synthèses d'hormones stéroïdiennes à partir de cholestérol, de noyau cholestérol. Donc un réticulum endoplasmique lisse qui va être très développé. Pas de granules de sécrétion, puisque ça passe directement, c'est des sécrétions endocrines qui passent directement dans la circulation. Et chez qui on va voir, alors c'est des inclusions cytoplasmiques. Ça fait partie des inclusions cytoplasmiques. Le cristalloïde de Reinke, c'est pas la peine de demander à quoi ça sert. Moi-même, je ne le sais pas. Mais on m'a posé la question quand j'étais à votre place. Vous savez, j'étais dans votre fac quand j'étais petit. J'étais comme vous, là. Donc on me l'avait posé. Le cristalloïde de Reinke, c'est une inclusion. Il n'y a que chez les humains qu'on en retrouve. On ne sait pas à quoi ça sert, mais c'est une inclusion, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de délimitation membranaire de cette inclusion que l'on trouve à l'intérieur. Donc, si vous l'oubliez, ce ne sera pas grave, ça je ne vous en voudrais pas. Mais je suis sûr qu'après que je vous ai dit ça, vous allez vous retenir encore plus que le reste. Mais cristalloïde de Reinke. Alors, après la puberté, ces cellules de Leydig sont sensibles à la LH, à la testostérone, à la dihydrotestostérone et à la prolactine, mais ça, vous verrez en endocrino de manière plus détaillée.